Salut tout le monde, c'est Wayne, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, encore un nouveau concept, on ne s'arrête plus sur cette chaîne, c'est fou. On va parler des achats que j'ai pu faire le mois passé. Donc ce sera un truc récurrent sur la chaîne. Tous les fins de mois, je pense, je vous ferai une vidéo bilan de tout ce que j'ai pu acheter dans le mois, discuter de mes choix, pourquoi j'ai fait cet achat et pas d'autres. Surtout que ce mois-ci est un peu spécial parce que, eh bien, à cause du confinement, personnellement, je n'ai pas pu acheter de comics pendant 2 mois. Donc j'ai pas mal rattrapé le retard, on va dire, je me suis un peu lâché, mais ça fait extrêmement plaisir. Sans plus tarder, on va commencer par la VF. Le premier achat que j'ai fait et que je vous présente, c'est Catwoman Under the Moon. Alors faut savoir que ça, c'est un tout nouveau truc qui est sorti dans un nouveau label d'Urban qui s'appelle Urban Link, qui est destiné à publier des graphic novels. Si vous ne connaissez pas la différence en termes de mots, un graphic novel c'est un titre qui sort directement en trade paperback aux États-Unis, donc qui ne sort pas en petit floppy, qui sort directement en relié souple. Et en général, ce sont des titres qui sont un peu différents. Voilà, on va dire que c'est pas du Batman classique, c'est vraiment des histoires qui se détachent par l'aspect visuel ou par l'aspect de l'histoire. Et donc j'ai pris ça parce que déjà je suis un énorme fan de Catwoman, vous le savez pas encore, mais voilà, je vous le dis, je suis un très gros fan de Catwoman. Je trouve son personnage ultra intéressant. Et une autre motivation pour ce truc-là, c'est que, alors je l'ai pas retrouvé avant de préparer la vidéo, mais je crois que c'était au Free Comic Book Day 2018 ou 2019, un des deux, je ne sais plus. Urban avait distribué le premier chapitre de ça. Et du coup, alors je n'étais vraiment pas convaincu au début, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Voilà, on comprend bien que c'est Catwoman, mais je savais pas spécialement comment attendre. Et j'ai lu le premier chapitre du coup, donc c'est un peu biaisé parce que normalement je suis censé vous présenter des trucs que j'ai achetés que j'ai pas encore lu. Ça ce sera après, on fera ça dans la vidéo lecture. Je pense pas que je l'aurais acheté si j'avais pas pu lire ce premier chapitre. Au niveau des dessins, vous pouvez voir que c'est très mignon, c'est très, c'est pas cartoony, mais on dirait une petite BD pour adolescents. Ça ajoute un certain charme à l'histoire. Alors l'histoire de ça, globalement, c'est quoi? Bah en fait, c'est un peu les origines de Catwoman. On va présenter la jeunesse de Selina. On va voir ce qui l'a poussée à devenir Catwoman un peu. Alors pas vraiment, je sais pas la fin, je sais pas si elle devient Catwoman à la fin, mais on va voir un peu dans quel univers elle gravitait et pourquoi elle a fait les choix de vie qu'elle a fait. J'aime beaucoup ce livre. Pourquoi? Déjà parce que le format est plus petit, c'est pas un format comme un album classique. Voilà, vous voyez que si je compare avec un album normal, bah c'est pas du tout la même taille. Et en plus de ça, valeur ajoutée enfin moi je trouve que c'est une valeur ajoutée, c'est du souple. Ce qui fait que la prise en main est absolument géniale, c'est très simple à lire. Franchement, c'est simple, c'est agréable à tenir, c'est pas comme un vieil album en dur cartonné où c'est un peu chiant, faut tenir les couvertures parce que bah, les pages elles se rabattent avec. Là voilà, c'est vachement agréable de lire ça. Faut savoir que pour ce nouveau label Urban Link, il y a eu 4 titres à la sortie. Donc il y a eu Catwoman, il y en a eu un concernant Harley Quinn, un sur Black Canary et un sur Raven, je crois. Alors, j'ai pu avoir l'occasion d'en feuilleter le Black Canary et le Harley Quinn. Le Harley Quinn m'a pas spécialement convaincu, pourtant on pourrait croire que ça aurait été le best-seller. Je pense que ça l'est pour le moment. Je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais il y a de grandes chances que ça le soit avec la hype qu'il y a sur Harley Quinn ces derniers temps. Mais en termes de couleur, si j'en prends un le prochain, ce sera Black Canary. Parce que la colorisation des pages, ça m'a sauté aux yeux en fait, et j'ai trouvé ça vachement attirant à la lecture. J'en profite aussi pour dire que c'est scénarisé par Lorraine Miracle et que c'est dessiné par Isaac Goodhart. Donc des artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les comics, et je trouve que du coup ça apporte un petit plus en fait, ça nous permet de voir autre chose sur un personnage qu'on connaît déjà, donc c'est vraiment une plus-value pour moi. Après voilà, moi j'ai pris Catwoman, mais il y en a 4, comme je vous ai dit en tout, enfin il y en a 3 autres, donc faites votre choix. Ensuite, le deuxième titre que j'ai acheté, c'est un titre qui viendra compléter ma collection de comics d'horreur. C'est Nailbeater. Alors, Nailbeater, c'est une série qui s'est terminée en 6 tomes en France. C'est aussi un comics qui, même si la jaquette le dit pas vraiment, bon, on voit un mec avec un couteau, ok, bon, on en voit beaucoup, mais c'est un comics d'horreur. Et c'est vrai qu'on dirait pas. En fait, j'ai découvert ça parce que je regardais des vidéos de top sur des Américains qui présentaient leurs meilleurs comics d'horreur. Nailbeater revenait beaucoup. Et en fait, je connaissais Nailbeater, enfin de visu, je connaissais, mais pas une seule seconde, je me suis dit que c'était un comics d'horreur. Et même en lisant la 4e de couverture, bah, tu te dis pas spécialement que c'est un comics d'horreur. À vrai dire, le seul truc qui te dit que c'est un comics d'horreur, c'est un petit texte qui est tout en haut que je vous mets là, qui vous dit qu'il a été élu meilleur comics d'horreur de l'année en 2014. Donc du coup, bah, il revenait beaucoup, j'ai sauté le pas. C'est scénarisé par Joshua Williamson, qu'on a vu beaucoup sur Flash, et je crois qu'il a fait aussi le Batman Superman, où le Batman Kiri intervient. Et c'est dessiné par Mike Henderson, qui a fait du Venom et aussi un peu de Daredevil. Alors, globalement, l'histoire de ça, je vous résume à ce que j'ai lu à la 4e de couverture, parce que, comme je vous dis, je l'ai pas lu. En gros, il y a un tueur en série qui se fait surnommer Nailbeater, qui a été acquitté lors de son jugement, et il y a une profiler du FBI qui va s'intéresser à son cas, et notamment à la ville
d'où il vient, parce que cette ville a en gros, a le plus haut taux de production de tueurs en série pour la taille de la ville, qui est vraiment toute petite. Et un collègue à elle va la rejoindre sur place pour faire l'enquête, sauf qu'au moment où ce collègue va arriver, elle aura disparu, et c'est Nightbeater qui va aider l'agent de la NSA, c'est un agent de la NSA, le collègue, oui c'est ça, il va aider cet agent de la NSA à la retrouver. Donc même, je vous dis, quand on lit cette quatrième de couverture, on dirait pas que c'est un comics d'horreur en fait. En termes de dessin pur, je trouve que c'est extrêmement bon. Joshua Williamson a un vrai style, et surtout sur les personnages, ça se voit, les dessins sont très carrés, c'est très géométrique, donc c'est assez plaisant à lire, je trouve. Et je vous dis, quand j'ai feuilleté le livre au tout début, je pensais pas du tout que c'était un comics d'horreur. Et les toutes premières pages, je te mets direct dans le bain, je vous montre pas, mais voilà, on comprend très vite. J'ai vraiment très hâte de lire ça parce que je vous le dis, je suis un énorme fan du genre d'horreur en général, que ce soit les films, les séries, les comics maintenant. Donc je vais quand même me dépêcher de lire ça parce qu'il y a quand même 6 tomes et j'aimerais bien rattraper tout ça. Parce que l'histoire a l'air vachement cool. Alors, ce dont je vais vous parler maintenant, vous allez vouloir m'insulter parce que je suis un énorme trou de balle et vous avez totalement raison. J'ai acheté les tomes 2 et 3 de Lock and Key. Seulement maintenant, je suis un énorme enfoiré. Oui, alors faut savoir que le tome 1 de Lock and Key, je l'ai eu il y a pas mal de temps. Alors pas quand c'est sorti du tout, mais je peux dire, j'ai dû le lire il y a 1 an je pense. Et j'étais totalement sur le cul à la fin. Je l'ai bouffé en fait, je l'ai mangé d'un coup parce que c'est vraiment incroyable, c'est génial. C'est génial. Lock and Key, c'est une série qui est scénarisée par Joe Hill, qui, on dirait pas parce que c'est pas son nom, mais qui est le fils de Stephen King. Voilà, donc ça plante le décor. Joe Hill, qui est comme son père, un écrivain un peu plus fantastique et surtout qui écrit des romans d'horreur. C'est aussi dessiné par Gabriel Rodriguez, qui, j'ai cherché, n'est quasiment connu que pour Lock and Key, et je ne comprends pas que depuis il n'ait pas eu une explosion, quoi, parce qu'il a vraiment un talent fou. En lisant, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup au style, alors peut-être qu'il y en a qui vont pas trouver du tout, que ça ressemblait à du Chris Burnham, donc, qui est le dessinateur de Die Die Die. Voilà, je trouve que ça ressemble pas mal. Pour vous résumer vite fait, le pitch du tome 1, donc la famille Locke, après un drame familial, donc le décès du père, déménage et s'installe dans la Key House, qui est la maison familiale. Cette maison, elle se trouve dans la ville de Lovecraft, donc on voit clairement les références évidentes à H.P. Lovecraft, qui est un des pères fondateurs des romans fantastiques d'horreur, avec notamment Cthulhu. Et le pitch, c'est vraiment sympa, en tout cas, c'est très... je trouve que c'est très accrocheur, on a envie d'en savoir plus. Il y a un délire autour de clés. Donc des clés, les serrures, pas clés dans Sons of Anarchy. Et dans ce tome 1, la pierre angulaire de l'histoire, c'est Bode, qui est le plus jeune, l'aîné, et qui va découvrir une première clé, qui va, voilà, je vous dis pas ce que ça fait, mais qui va avoir une certaine capacité, un certain pouvoir. Et ce tome 1 se termine sur la découverte par Bode d'une deuxième clé qui se trouve sur cette jaquette. Alors oui, je suis un vrai trou de balle parce que la série est géniale, et je la lis que maintenant. Pourquoi? Parce que, alors j'ai déjà dit, je suis un enfoiré, et aussi parce que, je sais pas, j'avais lu le tome 1, et c'était une période où j'achetais beaucoup de tomes 1 pour découvrir beaucoup de séries, et je sais rien, je me suis parti sur autre chose, et j'y suis jamais revenu, donc là, je remets les choses à plat, et on va repartir sur les bonnes choses, et on va lire ça. Surtout, ce qui m'a remotivé dernièrement, c'est que Netflix a fait une adaptation en série télé de Lock and Key, et avant de me faire un avis dessus, je voulais lire les comics absolument, parce que, voilà, globalement, tout ce qui vient d'une adaptation, que ce soit d'un comics, d'une BD, d'un roman, de n'importe quoi, il y a de très grandes chances que les adaptations soient moins bonnes que les produits d'origine, et c'est normal. Nous-mêmes, lecteurs, quand on finit le tome 1, on n'en sait pas grand-chose sur la maison, et on a vraiment toutes ces questions qui se posent de pourquoi, qu'est-ce qui se passe dedans, et pourquoi elle est spéciale comme ça, on n'a pas de réponse pour le moment. Et comme beaucoup de choses, le fait qu'il y ait des histoires familiales dedans, ça va nous permettre, je pense, on va voir comment il l'exploite, mais ça va nous permettre de remonter un peu le temps et de voir si les ancêtres ont des choses à voir, il y a de grandes chances que oui. Ça va nous permettre aussi d'avoir un fil conducteur dans l'histoire et pas de simplement avoir des gens dans une maison qui vont découvrir des trucs. Parce que là, on a une vraie motivation derrière de pourquoi ils viennent dans cette maison d'un coup. Donc voilà, c'est une série qui est terminée en 6 tomes chez iComics, qui a vraiment, franchement, GG à eux pour avoir récupéré la licence parce que c'est un carton total. On fera des vidéos un peu plus complètes sur l'édition en France, mais là-dessus, iComics a joué un vrai coup. Parce que, encore plus depuis la série télé Netflix, ça marche du feu de Dieu, donc bravo à vous les mecs. Ensuite, le dernier achat VF que j'ai fait, c'est un gros pavé. L'intégrale tome 1 de American Vampire. Pareil, American Vampire, ça fait partie des nombreuses séries que je connaissais de nom et pour lesquelles je me suis jamais penché parce que j'étais parti faire autre chose, comme d'hab. Faut savoir que j'avais prévu d'acheter déjà le tome 1 de American Vampire, mais j'ai su qu'il sortait en intégrale. Du coup, j'ai préféré attendre parce que question de... Déjà, prix, c'est beaucoup plus rentable, on va y revenir. Mais aussi, en termes de, je sais pas, tu ranges ça dans ta collection, c'est vachement plus joli, tu vois, ça fait vachement plus belle figure dans une étagère. Je préfère vachement ces intégrales au tome classique.
donc j'ai préféré attendre. Donc c'est la première intégrale, je crois pas qu'ils aient annoncé d'autres pour le moment, sachant que c'est une série qui est encore en cours et qui a déjà 8 tomes, des tomes simples, et considérant que chaque intégrale regroupe 3 tomes, on devrait être autour de 3-4 intégrales, voilà, selon comment ils gèrent. Concernant le format des intégrales, pour moi ça a que des avantages. Déjà, ça reprend le concept des omnibus, un peu. Vous voyez que c'est très épais, c'est un bon gros pavé. Hein. Si je mets ma main à côté, vous voyez que c'est un bon gros pavé. Ça reprend le concept des omnibus, qui est un format qui est plutôt cher aux lecteurs de comics, parce que ça permet de condenser une grande quantité de planches dans un seul livre, et c'est cool. Et aussi, question de prix, c'est imbattable. C'est le meilleur deal que vous pourrez jamais faire. Cette intégrale coûte 28 euros. Alors vous dites 28 euros, c'est une petite somme quand même, certes. Mais quand vous savez qu'une intégrale regroupe 3 tomes, qu'en moyenne, un tome, ça coûte entre 14 et 15 euros, vous êtes clairement gagnant. Alors, le pitch de ça, globalement, alors vous voyez que c'est marqué volume 1 de 1588 à 1925. Pourquoi? Parce que c'est un récit qui se place du côté historique des choses. On va retracer la création des États-Unis d'Amérique, mais sous un angle très simple, c'est que les vampires, la population de vampires des États-Unis est intrinsèquement liée au développement du pays. Et en gros, le pitch, c'est de dire que sans eux, le pays serait pas du tout comme on le connaît aujourd'hui. Avec ce tome 1, on ratisse vachement large parce que je vous ai dit, ça retrace de 1588 à 1925. On va faire un détour parmi beaucoup d'années. Et l'avantage de cette intégrale, c'est que comme c'est un récit qui se veut historique, Urban a pu faire un travail de chronologie. Parce que si je vous mets la planche ici, où vous voyez, c'est le sommaire en fait, vous voyez qu'on part de 1588 pour aller jusqu'à 1925, mais on fait un détour par plein d'années, plein d'époques, voilà, franchement, moi j'adore ce concept, déjà de base. En plus de ça, faut savoir qu'il y a 2 séries qui sont sorties pour American Vampire, donc une série régulière, American Vampire, et une autre série qui s'appelle American Vampire Anthology, qui en gros est constituée de mini-épisodes qui se placent entre les chronologies. C'est sur ce genre de truc qu'on voit que Urban, surtout Urban, après Panini aussi bien sûr, mais surtout Urban, ils font un taf de ouf concernant le découpage des bouquins. Même si des fois c'est pas évident, on a pu le voir pour Batman Metal où c'était très très compliqué de faire parce que le truc aux États-Unis est sorti en bordel, donc forcément quand tu veux le mettre en livre, c'est compliqué. C'est une clé de lecture qui est très importante. Alors concernant ce bouquin, j'ai pas parlé de l'équipe créative. Il est scénarisé par Scott Snyder, donc que vous connaissez pour son travail chez DC Comics, mais plus côté super-héros parce que American Vampire appartient aussi à DC Comics. Mais voilà, vous le connaissez surtout pour La Cour des Hiboux et globalement tout le run qu'il a fait avec Greg Capullo pour le Batman des New 52. Il a aussi écrit Witches, qui est juste ici, qui est absolument génial, on en reparlera dans la prochaine vidéo lecture. Et point absolument non négligeable, c'est co-scénarisé par Stephen King, le maître en personne. Bon voilà, Stephen King, je vous le présente pas, c'est un des plus grands romanciers d'horreur de ces dernières années. J'ai juste ici Misery de Stephen King, que j'ai lu il y a pas longtemps, qui est incroyable, c'est génial. Et donc avoir Stephen King là-dessus, c'est une vraie plus-value, parce que ça va pouvoir ajouter de la complexité, et j'avais envie de dire de la profondeur, de sortir un peu du côté purement historique du truc, parce que on pourrait vraiment tomber là-dedans, parce qu'il faut pas oublier que c'est un récit de vampire et un peu horrifique. Il faut savoir aussi que c'est dessiné par Raphaël Albuquerque, qu'on a pu voir notamment, donc pour la série régulière, qu'on a pu voir notamment sur le Batman Black and White et sur quelques titres de Batman New 52. Pour la série American Vampire Anthology, je peux pas tous vous les citer parce qu'ils sont beaucoup trop, voilà, il y a une pléthore de dessinateurs, je vous les mets juste ici, c'est une des premières pages du livre. Il y en a vraiment vraiment beaucoup, mais en tout cas j'ai très hâte de le lire. Ah bon, on en a fini avec la VF, maintenant on passe à la VO. Alors concernant la VO, les 2 premiers trucs que j'ai achetés, c'est les numéros 5 et 6 de la série régulière Ghost Rider. Il faut savoir qu'une série régulière Ghost Rider a été relancée aux États-Unis depuis octobre 2019, si je dis pas de bêtises. C'est la suite de l'événement Damnation, qui est en France publié par Panini sous le nom de Doctor Strange Damnation. Où en gros il y a l'équipe de Doctor Strange avec Ghost Rider notamment qui vont à Las Vegas, et il y a une histoire avec Mephisto et un hôtel, voilà, je vous passe les détails. Et à la suite de Damnation, Johnny Cage revient dans sa série régulière à la place de Mephisto et est le roi de l'enfer. Le pitch de ce numéro 1 est très simple mais en même temps très efficace. Les démons essayent de s'échapper de l'enfer parce que globalement, enfin c'est des démons donc ils veulent foutre la merde, mais en même temps ils sont contre le règne de Johnny Blaze, Ghost Rider, en tant que roi d'enfer. Dans les 3 numéros qui suivent, Johnny Blaze va traquer les démons aux États-Unis, mais ce fil rouge va vite être éclipsé par le fait qu'il va rencontrer son frère, Danny Ketch. Danny Ketch, si vous ne connaissez pas du tout le lore de Ghost Rider,
qui est un peu bordélique aussi, mais et qui est très compliqué à lire en France. C'est une énorme frustration pour moi, on en reparlera dans une vidéo. C'est son frère, il avait un frère, il ne le savait pas, qui a aussi été un Ghost Rider. Et notamment, si vous avez vu le très mauvais film Ghost Rider 2, à la fin du film, quand Johnny Blaze devient le Ghost Rider bleu, normalement le Ghost Rider bleu c'est Danny Ketch. Du coup j'ai acheté les numéros 5 et 6, pourquoi je les achète que maintenant? Parce que, encore une fois, je suis un trou de balle et que j'y repensais plus. Mais aussi parce que voilà, j'habite dans une petite ville et j'ai pas de comic shop à côté de chez moi. Le seul moyen pour moi d'acheter de la VO c'est sur internet. Et ça me fait un peu chier de payer des frais de port pour juste un numéro à chaque fois. Donc j'attends qu'il y en ait plusieurs qui sortent pour les acheter. Et au moment où je voulais, ensuite il y a eu le confinement qui est tombé. Donc eh ben, j'ai joué le jeu, j'ai pas commandé, en tout cas j'ai pas fait de commande pendant le confinement. Mais du coup j'en ai profité après pour rattraper mon retard. Mais étant un très très gros fanboy de Ghost Rider, voilà, sachant que c'est très compliqué de le lire, encore plus en France parce que Panini n'édite plus rien sur Ghost Rider, le seul moyen pour moi de lire des trucs nouveaux c'est ça. C'est clairement pas au niveau des plus gros runs sur Ghost Rider qu'on a pu voir, comme par exemple le run de The Road to Damnation ou Hell is on Fire. Clairement c'est pas au même niveau, mais ça fait quand même plaisir à lire. Ensuite, le prochain truc vidéo que j'ai acheté et que j'ai lu pour le coup, mais voilà, j'en parle tout de suite parce que je vais pas en parler dans une prochaine vidéo lecture, c'est le numéro 6 de DCeased. Donc faut savoir que DCeased c'est sorti en VF il y a quelques temps, là, juste avant le confinement je crois, et je l'avais pas acheté parce que j'avais déjà les 5 numéros, et c'est un peu le même problème qu'avec Ghost Rider juste avant. Ça me fait chier d'acheter un numéro par un numéro, sachant que je dois payer les frais de port à chaque fois, voilà, c'est un peu chiant. Donc du coup, encore une fois, j'attendais qu'il y ait plusieurs numéros qui sortent. Et du coup, je suis resté longtemps avec le suspense de la fin du 5e chapitre, du coup, du 5e numéro. Et j'avoue qu'à la lecture de ça, je suis perplexe en fait. La fin me laisse perplexe dans le sens où je sais pas comment ça va s'inscrire dans la... Est-ce que ça va s'inscrire dans la continuité en fait? Ou pas du tout. En tout cas, c'est toujours scénarisé par Tom Taylor, qui est notamment à l'origine d'un de mes comics préférés, qui est Injustice. C'est toujours dessiné par Trevor Hairsine, qui est toujours très bon, et franchement, j'ai été vachement pris par le dessin du début à la fin. Peut-être mon seul regret par rapport à DCeased, c'est que ça se finisse en 6 numéros. C'est un peu trop court, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de choses à dire. Et j'ai un peu cette frustration par rapport à DCeased de me dire que voilà, la fin, ça a été un peu expéditif, ça a été un peu balancé comme ça. Mais d'un autre côté, on s'est pas ennuyé du début à la fin, je trouve. En tout cas, moi, je me suis pas du tout ennuyé. C'était très dynamique. À chaque fin de numéro, il se repassait un truc qui nous faisait en mode... Quoi? Voilà, le seul bémol de ça, c'est que je sais pas comment ça s'inclut dans la continuité. C'est une question qui toujours me reste dans la tête parce que je peine à accepter le fait qu'il se passe plein de trucs en dehors des continuités et que tout s'entremêle un peu n'importe comment. Voilà, ça c'est... Bon, c'est un peu chiant. Mais en tout cas, j'ai vachement kiffé. Voilà, on en a fini pour cette vidéo achat. Putain, ça fait beaucoup de trucs quand même. Hein. C'était un plaisir de vous présenter ça. Voilà, il y a beaucoup de choses à présenter, sachant qu'on a un peu rattrapé le retard du confinement. Mais on va repartir sur des bases saines et solides maintenant pour produire du contenu qui est un peu à la page des derniers jours. Parce que si je vous présente que des trucs qui ont quelques années, pas vraiment d'intérêt. En tout cas, moi je vous laisse là, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à me dire en commentaire quels ont été vos achats post-confinement. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo, mais surtout, à la prochaine!